Oui, enfin, pardonnez-moi, mais ça pose quand même une question. Ça pose une question de la légitimité d'un Moody's pour sortir ce type de politique fiction. Enfin, je veux dire, Moody's, il faudra qu'à un moment où on se pose la question de la légitimité des agences de notation pour parler de macroéconomie. Là, je partage vraiment. Non, mais les agences de notation, quand elles ont commencé à intervenir sur les différents marchés, elles notaient des entreprises, des corporates, qui recevaient des cash flows, qui avaient du chiffre d'affaires. Et elles aussi depuis 70 ans, mais non, elles notaient pas des États depuis 70 ans. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Elles notaient des entreprises qui recevaient des flux, et c'est un modèle qui est totalement différent d'un modèle d'un État. Exactement. Et donc là-dessus, il y a confusion. On l'accepte. C'est vous qui l'acceptez, on l'accepte. Quand on a mis 700 milliards d'endettement, la question c'est pas les agences de notation, c'est quand même le fait que nous sommes dépendants de nos prêteurs. Le problème il est là, que ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait un budget en équilibre et qu'on est totalement entre les mains de nos prêteurs. Donc agence de notation ou pas agence de notation. Que nos prêteurs nous faisaient confiance, puisqu'aujourd'hui quand on a besoin de payer un taux de 2,07. Parce qu'ils n'ont rien mieux à faire pour l'instant. Mais si jamais il y avait une embellie ailleurs, alors attendez, là on parle des prêteurs, on parle des banques. Alors, il y a quand même un grand progrès au Parti socialiste, c'est que vous vous êtes ralliés enfin à l'idée de l'équilibre budgétaire. Au moins la règle d'or ou quelque chose assez proche. C'est quand même un principe de base d'une démocratie durable. Car sinon, il n'y aura plus de démocratie. Mais on ira vers un régime autoritaire. Que nous avons été les seuls pendant la campagne. Les seuls pendant la campagne. Mais vous avez progressé. Les seuls pendant la campagne à avoir affiché les 3%. Les seuls. Non, les seuls. Pour ce qui nous concerne, bon, alors attendez. Pas dit assez fort. Parlons aussi de cette alerte aussi, en tout cas de ces craintes de Moody's qui pointent la vulnérabilité des banques françaises en cas d'aggravation de la crise au sein de la zone euro. Benaouda Abdeldaïm, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que dit Moody's exactement? Ce que dit redouté Moody's, une fois encore, c'est l'effet d'une aggravation de la crise de la zone euro sur les bilans des banques françaises. Rien de neuf sous le soleil. L'agence de notation constate que le secteur bancaire français conserve des expositions encore assez importantes dans les pays en difficulté, lesquels Moody's n'en dit rien. Bon. Ce sont d'ailleurs les mêmes craintes qu'exprimées par Standard & Poor's le 25 octobre. S'ajoute à cela désormais l'effet d'une qualité moindre ou dégradée de la notation souveraine française. L'État qui est évalué comme un soutien implicite des banques, publiques ou commerciales, peu importe, pour Moody's. Ce matin, le ministre des Finances a préféré insister sur la réduction de l'exposition des banques françaises au risque de cette Europe du Sud en difficulté. Pierre Moscovici qui a également mis en avant l'accroissement de leurs fonds propres, tout élément que les agences de notation ont probablement dû prendre en compte, mais qui finalement ne portent plus auprès d'elles. Mais Pierre Moscovici et les établissements français trouveront peut-être matière à relativiser tout ce que disent Moody's et Standard & Poor's quand on voit que vendredi, c'est passé totalement inaperçu. La néerlandaise Rabobank a été dégradée par Standard & Poor's malgré un profil de risque jugé particulièrement fiable, exceptionnel à l'échelle mondiale, en cause là aussi une conjoncture morose dans son propre pays et dans la zone euro. Il y a un an, Rabobank, c'était la banque la mieux notée au monde par Standard & Poor's, la seule dotée d'un triple A. Ça veut dire qu'il n'y a plus de banque triple A dans la zone euro. Éric Delannoy, le spé des banques chez WIV, ça veut dire que est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle dégradation de la note des banques françaises? Ah bah évidemment, dans la mesure où les banques françaises, entre guillemets, sont gavées de dette souveraine et que la dette souveraine, les pays sont dégradés, il est bien évident qu'il y aura par ricochet un impact sur la dégradation des banques. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pas très grave parce que quand vous voyez la santé des banques françaises, elle est quand même plutôt très bonne. Je mets à part le Crédit Agricole qui est en train de se restructurer et d'évacuer le passé. On a le BNP qui multiplie par 3 ses bénéfices. Bref, je l'ai toujours dit ici, Fabrice, vous le savez bien, les banques françaises ont été très résilientes par rapport à la crise. On est en train de leur inventer des régulations pour faire en sorte qu'elles ne le soient plus. Bon, on peut continuer comme ça très longtemps, mais on ne met pas les bons curseurs là où il faut. Les dettes souveraines, il faut quand même être clair qu'aujourd'hui, les dettes souveraines, on a quasiment imposé aux banques d'en acheter. On est dans le syndrome de l'alcoolique et du barman. L'alcoolique, c'est les États qui nourrissaient la croissance avec la dette, et le barman, c'était celui qui fournissait. Et on disait toujours, non, il n'y a aucun risque, je ne vais pas être sous et je ne provoquerai pas d'accident. Un mot, Charles de Courson, avant les infos de l'heure. Très court, s'il vous plaît, monsieur de Courson. Le troisième argument de dégradation de Moody's, ça consiste à dire, si les États du Sud s'effondrent, le système bancaire va être directement impacté, et comme les États ne voudront pas les laisser tomber, eh bien, ça va se répercuter par une augmentation très considérable de la dette publique. Certes, mais attendez, on peut toujours faire tous les schémas catastrophes. Est-ce que les États du Sud laisseront tomber leur système bancaire? Réponse non. On aura d'autres sujets à traiter le jour où ça se passera. Bien sûr, prenons l'exemple espagnol ou le problème italien.
Bon, alors c'est vrai que les banques françaises sont très exposées en Italie et même en Espagne, mais encore plus en Italie. Mais si tout s'effondre, naturellement, vous ne survivrez pas. On laisse passer les infos de l'heure, on se retrouve dans 5 minutes. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business, très animés ce soir entre les deux collègues, notamment Valérie Rabault, socialiste, Charles de Courson, député de l'opposition UD. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. En direct de la préfecture de police de Paris, on fait un point sur la circulation en Ile-de-France sur BFM Business. Évitez actuellement le secteur des Champs-Élysées qui est assez difficile. Vous mettez une bonne demi-heure pour traverser. Sur le périphérique, vous êtes ralenti principalement dans le sud. En extérieur, entre Auteuil et Orléans, vous mettez un quart d'heure. D'Italie à Bercy, comptez un peu plus de 5 minutes. En chaussée intérieure, maintenant, entre Italie et Orléans, il vous faut 5 minutes également. Dans le nord de la région, ça reste difficile sur la 3 en sortant de Paris. Entre la porte de Bagnolet et Rosny, il vous faut une vingtaine de minutes. 20 minutes également entre Rosny et Aulnay. À l'est, vous êtes ralenti sur la 86. En intérieur, de Fontenay à Nogent, vous mettez un quart d'heure. Enfin, dans le sud de la région, des ralentissements également sur la nationale 444 en extérieur. Entre Bièvre et Palaiseau, il vous faut une bonne dizaine de minutes. Enfin, parmi les fermetures nocturnes pour ce soir, à partir de 21h, notez la fermeture du périphérique en extérieur entre Brancion et Bagnolet. Fermeture également ce soir de l'A13 en direction de Paris entre Rocancourt et Porte d'Auteuil. Décryptez l'IT en regardant le Mag IT for Business avec Orange Business Service. Bonjour, achat sur mobile ou via les réseaux sociaux, consultation de comptes bancaires, réservation de voyages en ligne, nos modes de communication et de consommation évoluent. Nous passons sans cesse d'un canal à l'autre. Optimiser sa relation client grâce au multicanal, c'est le thème de notre magazine IT for Business d'aujourd'hui. Les grandes enseignes, les banques, les assurances et autres prestataires de services font face aujourd'hui à des consommateurs qui utilisent 2 à 3 canaux pour acheter, se renseigner ou communiquer. Elles ont tout intérêt à s'adapter pour accompagner la croissance de leur chiffre d'affaires. Grâce au multicanal, elles renforcent la cohérence de leur relation client. Un client ne veut plus en effet avoir à répéter les informations le concernant selon qu'il entre en contact par téléphone, sur le web ou via la messagerie. Le multicanal est aussi facteur de réduction de coûts. Une analyse pertinente des préférences des utilisateurs permet d'adresser le canal le plus efficace. L'intégration des différents canaux implique enfin une rationalisation du système d'information avec une base de données client unique. Mais passer en mode multicanal pour gérer sa relation client présente aussi quelques limites. En termes d'organisation tout d'abord, l'entreprise doit passer d'une vision canal ou produit à une approche orientée client. Disposer d'informations de bonne qualité est également une condition préalable à tout projet de cross-canal. Il faut mettre en place un référentiel unique associé à un entrepôt de données. Méfiance aussi dans la gestion des flux entrants, ceux en provenance des clients, et des flux sortants, ceux qui viennent des vendeurs. Un client qui aura laissé un message de mécontentement acceptera mal de recevoir au même moment un avis de promotion par SMS. Dernière difficulté, l'exigence des clients qui attendent la quasi-perfection en la matière. Mieux vaut donc au départ privilégier un nombre réduit de canaux. À bientôt pour une nouvelle édition du magazine IT for Business. C'était le Mag IT for Business avec Orange Business Service. Vous êtes sur BFM Business, il est 20h passé de 1 minute, l'essentiel de l'info. La dégradation de Moody's souligne l'importance pour le gouvernement de maintenir le cap et de redresser les comptes publics. Une déclaration de François Hollande devant les maires de France réunis en congrès tout à l'heure. François Hollande qui a aussi invité les élus à contribuer à l'effort général de réduction des dépenses publiques. Il a aussi confirmé la création de la Banque des collectivités avec le concours de la Banque postale et de la Caisse des dépôts. Le président a annoncé des prêts de 20 milliards d'euros pour des investissements à très long terme. En tout cas, les marchés restent de marbre après la décision de Moody's. Le CAC 40 a même fini ce soir en hausse de 0,6%. Et c'est dans ce contexte particulier que se tient une réunion importante de l'Eurogroupe à Bruxelles. Au menu des discussions, bien sûr, le déblocage pour la Grèce d'une nouvelle tranche du plan d'aide. Une nouvelle enveloppe qui pourrait aller jusqu'à 44 milliards d'euros. Un accord politique est sur le point d'être trouvé. C'est ce qu'annonce le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici.
Aucune fraude n'a été prouvée après l'élection de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. C'est la réponse de la commission interne après les différentes accusations. À la suite de cette élection, première défection, le centriste Pierre Méhaignerie quitte l'UMP pour rejoindre l'UDI de Jean-Louis Borloo. François Fillon, pour sa part, reste au sein de sa famille politique. L'ancien Premier ministre a refusé aujourd'hui la vice-présidence de l'UMP que lui a proposé Jean-François Copé. Le président du parti veut rassembler et éviter bien sûr un retour à la rivalité entre la droite et le centre. Nouvel assassinat en Corse, le 18e depuis le début de l'année. Un entrepreneur de travaux publics a été tué par balle dans une station-service du village de Servione. Une trêve entre Palestiniens et Israël devrait être annoncée dans la soirée au Caire. Elle interviendra au 7e jour du conflit dans la bande de Gaza. Les efforts diplomatiques se sont poursuivis toute la journée et sur le terrain, les hostilités ont continué. À la une également, cette affaire Hewlett-Packard, le groupe informatique aurait été victime de fraude lors du rachat l'an dernier de l'éditeur britannique de logiciels Autonomy. HP a passé une provision de près de 9 milliards de dollars sur sa filiale. Du coup, le groupe accuse une perte historique de 12 milliards et demi de dollars sur son dernier exercice. Carrefour poursuit sa politique, sa stratégie de recentrage. Après la Malaisie et la Colombie, le groupe quitte cette fois l'Indonésie. Le distributeur cède ses activités à son partenaire local pour 525 millions d'euros. Et on termine avec cette grosse déconvenue pour Renault. Le constructeur va devoir rappeler plus de 6 000 exemplaires de sa voiture électrique en raison d'un problème de freinage. Il s'agit de modèles vendus en Europe. Merci d'être sur BFM Business. Il est 20h passé de 3 minutes. Bien sûr, la suite des décodeurs de l'écho. Pour analyser et comprendre les enjeux du numérique dans les entreprises, ne manquez pas IT for Business le MAG. Présenté par Frédéric Simotel, directeur de la rédaction de 01 Business et Technologie. IT for Business, le MAG, du lundi au vendredi à 7h57 et 19h55 sur BFM Business. Décryptez l'IT en regardant le MAG IT for Business avec Orange Business Service. Non, Julien, t'auras pas de télé dans ta chambre, c'est hors de question. Mais pourquoi? Parce que je pense à ton avenir, figure-toi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça te rappelle personne au même âge, non? Parce que là, ça fait commencer. Après, il y aura l'argent de poche, le permis de conduire, les études, les sorties. Il faut juste y penser. Préparez l'avenir avec nos solutions d'épargne. Quand vous ne touchez pas à votre épargne, son taux est majoré au bout de 6 mois. Société Générale. BFM Business à Lyon, 95.3. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et oui, retour ici avec les décodeurs de l'écho de ce mardi soir avec la députée socialiste Valérie Rabault, vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée. En face d'elle, Charles de Courson, député de l'opposition du groupe UDI, député de la Marne. Il y a Éric Delannoy du cabinet WIV. On va retrouver Ben Aouda Abdedaïm. Et puis notre agitateur ce soir, c'est Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris. On continue d'évoquer toujours et de s'interroger, de se poser toutes les questions autour de la dégradation de la note de la France par Moody's, la perte depuis maintenant moins de 24 heures du triple A, avec ce constat sévère, diagnostic sévère de Moody's, qui pointe, qui évoque les défis structurels, perte de compétitivité graduelle mais continue, qui pointe des rigidités des marchés du travail, des biens, des services. On est en plein évidemment dans le débat sur la compétitivité de la France. Alors, le message de Moody's, est-ce qu'il va être entendu? Qu'est-ce qui reste à faire, à poursuivre cette décision de Moody's? Est-ce qu'elle va obliger finalement la France à bouger un petit peu plus? Tout à l'heure, c'était devant le Congrès des maires à Paris, le président de la République, François Hollande.